Il y a aussi quelque chose qui est très important que vous devez savoir, c'est qu'à propos des vaccins HPV, les vaccins Gardasil et Cervarix, il y a une pétition qui a été initiée en France par des médecins, mais qui a aussi été signée par des sages-femmes, par des personnalités politiques. Le nombre de signataires n'arrête pas d'augmenter. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a plus de 630 médecins qui ont signé cette pétition, plus de 270 sages-femmes et d'autres signataires. Évidemment, cette pétition fait grincer des dents. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont déjà vacciné des jeunes filles, qui ont peur en termes de responsabilité, d'effets secondaires, qui n'ont pas envie que des patientes qu'ils ont vaccinées puissent faire facilement le lien avec la vaccination et qui craignent évidemment sans doute des poursuites judiciaires. Alors ce qu'il y a eu, c'est que le 1er avril dernier, on peut se demander si c'était un poisson ou pas, le docteur Guy Valencien, professeur Guy Valencien, qui est professeur d'urologie à l'université Paris-Descartes, qui est également membre de l'Académie nationale de chirurgie, etc., qui a un CV à rallonge, a publié un article incendiaire sur un blog du Monde par rapport à cette pétition. C'est intéressant de savoir, quand on va sur le site du docteur Valencien, que dans ses liens d'intérêt, il a des liens avec, entre autres, Sanofi. C'est important, hein, parce que ça ne figure pas dans son article au sujet de cette pétition sur son blog. Je vais vous lire ce qu'il dit et on va voir ensemble si c'est vraiment sérieux et fondé. Il intitule son article « Gardasil, nous revoilà ». Elle court, la pétition d'horreur signée par des confrères qui inquiètent la France entière. Une demande de mission parlementaire à la clé, pourquoi pas une inscription d'interdiction du vaccin dans la Constitution. Affreux, produit développé par une firme pharmaceutique pourrie qui voudrait empoisonner les jeunes filles avant même qu'elles ne connaissent les premiers frissons de l'amour. Quelle manipulation! Bon, déjà, on peut quand même commenter à ce niveau-là en disant pétition d'horreur, donc ça confirme un peu notre analyse. Si cette pétition était tout à fait infondée, il ne parlerait pas d'horreur. Ce qui fait justement peur au corps médical, ce sont des pétitions alertant le public finalement sur de graves problèmes qui risquent de poser un risque juridique pour les praticiens dans leur ensemble, et on sait bien que les médecins sont relativement corporatistes. Alors, nous, on n'a jamais parlé de firmes pourries, hein. Les firmes, c'est leur rôle de vendre. Le problème, c'est le rôle des autorités publiques qui est plus qu'opaque en la matière. Mais poursuivons un peu avec ce que dit le docteur Guy Valencien. Depuis 2006, près de 130 millions de doses de ce vaccin ont été distribuées dans le monde. L'analyse des données de pharmacovigilance a fait état de 26 675 effets indésirables graves, dont 113 cas de sclérose en plaques. En France, plus de 5 millions de doses du vaccin ont été distribuées, 435 cas d'effets indésirables graves, dont 135 de maladies auto-immunes, incluant 15 cas de sclérose en plaques, ont été rapportés au réseau national des centres régionaux de pharmacovigilance et aux laboratoires producteurs. Il faut savoir que les effets secondaires des vaccins sont insuffisamment rapportés à la pharmacovigilance. Dans les revues médicales officielles, il est admis que seuls 1 à 10% des effets secondaires graves sont rapportés. Donc, avec les taux qui citent, 26 675 effets secondaires, eh bien, ça porte le taux d'effets secondaires graves à au minimum 266 750 ou bien voilà 2 millions 666 750. Donc, ce ne sont pas des chiffres négligeables. Et par ailleurs, l'attribution, l'étiquette de coïncidence est vraiment non crédible. Hein. Tous ces cas ne relèvent pas à chaque fois de coïncidence, mais on n'a pas envie de les étudier. Alors il poursuit en disant « Les données de la littérature internationale et française ne montrent pas d'augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes, ni plus particulièrement de sclérose en plaques après une vaccination par le Gardasil. Les données du SNIRAM portent sur une cohorte de 2 millions de jeunes filles nées entre 1992 et 1996 et suivies sur une période allant de 2008 à 2010 confirment ces résultats. Alors pourquoi ces errements, ces experts autoproclamés qui s'agitent et signent un texte dans lequel le canard enchaîné est cité comme référence ? Il faut savoir qu'en matière de vaccination HPV et de risque de vaccination HPV, il y a des études scientifiques tout à fait rigoureuses qui n'ont rien à voir avec le canard enchaîné et qui pointent des risques concrets et très inquiétants. On peut par exemple citer la méta-analyse de Shaw et Tomljanovic publiée en décembre 2011 dans Annals of Medicine, qui est une revue tout à fait prestigieuse, et ils ont passé en revue plus d'une centaine d'études scientifiques sur ces vaccins.
Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que le rapport bénéfice-risque de ces deux vaccins était largement défavorable, y compris le rapport coût-bénéfice. Parce qu'il faut savoir que la France a déjà dépensé et gaspillé aussi des millions, des centaines de millions d'euros avec ces vaccins bâclés, mal évalués, dangereux. Alors, bien entendu, le taux d'effet secondaire avec ces vaccins est aussi beaucoup plus grand qu'avec les autres vaccins. Et là aussi, c'est pas une initiative citoyenne qui le dit, ce sont des publications scientifiques. Donc en 2009, vous aviez une publication dans JAMA, le Journal of American Medical Association, qui est une des revues les plus lues au monde, qui disait qu'il y a un taux d'effet secondaire 3 fois plus important avec le Gardasil que tous les autres signalements d'effets secondaires de vaccins aux États-Unis. Donc ça pose question. Il y a aussi la méta-analyse de Cho et Tomlinovich dont j'ai parlé, qui cite également le fait que pour le vaccin concurrent, le vaccin Cervarix, il y a un taux d'effet secondaire qui est de 24 à 104 fois supérieur à tous les effets secondaires des vaccins du programme britannique pris tour à tour en comparaison. Donc effectivement, ces vaccins posent vraiment plus d'effets secondaires que les autres. Il y a également des risques de maladies auto-immunes, ça c'est important de le savoir. Vous avez, je vais vous dire, une étude qui a été publiée en 2012 sur les maladies auto-immunes en lien avec la vaccination HPV. Vous avez également en 2012 un article qui a été publié dans le British Medical Journal avec le cas d'une ménopause précoce chez une jeune fille de 16 ans qui avait été vaccinée avec le Gardasil. Les auteurs avaient exclu toute autre cause possible que la vaccination et donc ils tiraient la sonnette d'alarme en disant beaucoup d'autres jeunes filles pourraient être concernées. Vous avez également l'étude de Kobe en 2009, une étude japonaise qui a montré qu'il y avait un lien d'une façon générale entre la vaccination, l'immunisation et les maladies auto-immunes. Donc les propos du docteur Valencien nous paraissent problématiques. Alors il dit également que les HPV 16 et 18 sont responsables d'environ 70% des cancers du col de l'utérus, qui se situent au 10e rang des cancers chez les femmes en France. Alors c'est pas du tout exact parce que des études, si vous voulez, de prévalence à propos des HPV ont été menées dans différents pays, notamment aux États-Unis, en Espagne, en 2003, en 2007, etc. et ont montré que les HPV 16 et 18, c'est-à-dire les souches dites à haut risque qui sont inclus dans ces vaccins, n'interviennent que dans un pourcentage très très faible d'infection. C'est de l'ordre de 2 à 7% suivant les régions. Ça varie en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, évidemment, ces vaccins ne vont pas éviter 70% des cas de cancer du col parce qu'au niveau des HPV, vous en avez environ 80 à 100 souches et il y en a une bonne quinzaine de souches à haut risque alors que les vaccins n'en contiennent que 2 pour l'un et 4 pour l'autre. 2 pour le Cervarix, 4 pour le Gardasil, dont 2 à haut risque à chaque fois. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que dans les essais cliniques de ces vaccins, ils n'ont pas été comparés avec un placebo. Vous avez eu pour le Gardasil un faux placebo qui contenait de l'aluminium, qui est déjà une substance toxique en elle-même. Dans les essais cliniques et même après, vous avez un taux assez important d'abandon entre la première et la troisième dose. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre anormalement élevé de jeunes filles qui abandonnent en cours de schéma vaccinal. Et ça, c'est un signal de pharmacovigilance qui est très intéressant et très important. Alors, le docteur Guy Valencien nous dit également que les bénéfices et les risques des vaccins font l'objet d'une évaluation tout le long de leur vie grâce au système de pharmacovigilance français et européen. Et le rapport bénéfice-risque de ce vaccin, au regard de l'ensemble de ces données d'efficacité et de sécurité, reste favorable. Les vaccins font aussi l'objet d'un contrôle de la qualité de chaque lot avant leur mise sur le marché en France et en Europe par une autorité indépendante. Dire que les bénéfices et les risques des vaccins font l'objet d'une évaluation tout au long de leur vie, voilà, on a vu en Belgique ce que ça donne avec des autorités qui disent que les effets secondaires des vaccins, c'est surtout des réactions locales au point d'injection, alors qu'en réalité, vous avez des rapports confidentiels des firmes pharmaceutiques, ça c'est uniquement pour un seul vaccin, qui listent plus de 800 effets secondaires, des rapports de décès, et ça ne couvre qu'une période de 2 ans, ce que je vous ai montré. Donc la pharmacovigilance pose un réel problème, c'est une véritable passoire, il y a beaucoup de déni, beaucoup d'idéologie. Ces agences de pharmacovigilance sont financées par des redevances de l'industrie pharmaceutique, donc prudence évidemment.
Alors, le docteur Guy Valencien termine sa diatribe en disant comment défendre cette démocratie sanitaire dont certains se gargarisent devant tant d'attaques infondées, de suspicions non étayées, de rumeurs invérifiées. Ce type de procédé ne peut en aucun cas servir les jeunes femmes atteintes de maladies neurologiques dans les semaines ou mois qui ont suivi la vaccination. Ah, ça, c'est sûr que ces malheureuses jeunes femmes ne seront certainement pas aidées, mais elles ne sont pas aidées par les autorités qui leur ont recommandé le vaccin, puisqu'elles ne pourront pas avoir d'indemnisation, en tout cas certainement pas facilement. Il faudra un parcours du combattant. Donc voilà, soyez vigilants, soyez prudents. Ce n'est pas parce que vous avez des personnes au CV à rallonge qu'elles vous disent forcément la vérité. Il y a beaucoup d'affirmations générales et simplistes, pas de preuves qui sont citées. Donc voilà, ce que je peux encore vous dire, peut-être pour terminer, c'est que il y a une étude qui est prévue en 2016 sur les risques de l'aluminium. Cette étude sera financée par l'Agence nationale de sécurité du médicament en France. Et donc l'adjuvant, qui est entre autres l'adjuvant du garde d'asile et qui fait partie du Cervarix, l'aluminium, qu'on nous présente si sûr et sans problème, utilisé depuis des années, va seulement être testé en 2016 sur des souris pendant 180 jours pour évaluer notamment les modifications des fonctions comportementales, donc des problèmes neurologiques, chez les souris. Alors qu'on nous prétend cet adjuvant si sûr, on n'aura pas ces résultats-là avant 2016. Donc ça veut dire que les études n'étaient pas fiables, ce qu'on vous a dit sur la sécurité globale des vaccins était biaisé.